Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tour de notre partie de cet horrible jeu Deep Madness qui nous emmène tout droit dans les couloirs de la station subaquatique de Kadat. Nos 4 investigateurs sont sur la tuile numéro 20 qui est déjà corrompue. On a un point de spawn de monstres. Voilà. On sait où sont nos objectifs, hein, ça on l'avait placé durant l'épisode précédent. Donc on a un objectif dans la salle numéro 1 au milieu, il y a toujours un point de spawn à côté. On a un objectif dans la salle numéro 2. Ces deux salles comportent donc des indices à aller chercher et sont corrompus. On a aussi un objectif plus proche de notre point de départ, dans une salle non corrompue pour l'instant, ou dans la salle numéro 4. Enfin, l'objectif final se trouve dans la salle numéro 15. Pour gagner la partie, il va falloir acheminer chaque indice sur le jeton d'objectif final. Petite règle propre à ce chapitre, un investigateur a le droit d'emporter et d'acheminer à l'objectif un et un seul indice. On démarre le premier tour de la partie. Alors, comment se déroule un tour à Deep Madness? Eh bien, on regarde la carte d'aide qui nous dit quoi? Qui nous indique déroulement d'un tour du jeu. On commence par la phase corruption. Pour la phase corruption, on va se diriger vers la piste de corruption et simplement avancer le jeton sur la première tuile. Cette tuile nous indique qu'on a un événement là avec le symbole rouge de corruption de salle et l'apparition de 3 monstres. Donc on va commencer par corrompre une salle. Pour ça, on va piocher une carte. Je vais remélanger. On va piocher une carte dans la salle, dans la deck de salle. L'un des deux qu'on a formé au départ. Donc je ne le remélangerai pas les prochains coups, mais là, je le remélange pour démarrer. Et donc la corruption va s'étendre sur la salle 17. Donc on prend cette carte, on la pose sur le deck des salles corrompues désormais. Et on va transformer cette salle en salle corrompue. Comment faire? On enlève tous les jetons qui sont présents dessus. Là, il n'y a que les jetons flooded. On la retourne sur sa face corrompue, en faisant attention toujours au positionnement des portes. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un problème sur mon positionnement là. Je pense que oui. Voilà, on doit être comme ça plutôt. Ouais. Et voilà. C'est lors de la mise en place que j'ai pas mis la salle à l'endroit. Et donc cette salle a été positionnée sur sa face corrompue. Ensuite, on va, à chaque fois qu'une salle est corrompue, on doit tirer un jeton d'apparition de monstre dans un premier temps. Donc là, on le pose sur une des deux cases de notre choix, hein, une des deux cases que forme la tuile, séparée par le trait blanc. Voilà, donc les monstres vont apparaître en bas, plutôt. Et sur l'autre case, on doit générer, de manière aléatoire, donc je pioche au hasard, un jeton de corruption. Ce jeton de corruption comporte un signe, donc je vais le placer là, et à chaque fois qu'un investigateur va terminer son mouvement, enfin son activation plutôt, sur cette case-là, on va reparler de l'activation après, hein, eh bien, il sera corrompu de cette manière, c'est-à-dire que là, il gagnera, entre guillemets, si vous terminez votre activation sur cette case, vous subissez un effet de ralentissement. Un effet de ralentissement, c'est un effet qui fait perdre une action à un investigateur et donc qui est symbolisé par ce token, voilà, qui ressemble du coup au jeton de corruption qu'on vient de placer sur cette salle. Tout simplement. Voilà, donc cette salle est désormais corrompue, elle est toujours inondée, l'inondation n'a pas d'effet sur le phénomène de corruption.
ce qui met fin à cette phase de corruption concernant les salles. Ensuite, deuxième aspect de la phase de corruption, c'est la phase de génération de monstres. Alors, les monstres apparaissent en fonction du nombre indiqué sur la tuile où se trouve le jeton de corruption. Donc là, on a 3 monstres qui apparaissent. Pour faire apparaître les monstres, on va les piocher dans les salles, dans les cartes de génération de monstres. Donc on en pioche une d'abord. Celle-ci nous indique le type de monstre qui va apparaître dans une salle puis dans une autre. Et le numéro des salles concernées est celui qui figure sur la carte des salles corrompues dans l'ordre. C'est-à-dire que là, on a un monstre qui apparaît dans la salle 17. Donc il s'agit d'un délire. Alors les délires, je vais les chercher dans les... Voilà, et les figurines de délire, c'est celle-ci. Donc il y en a un qui apparaît sur le point de spawn dans la salle 17, dès le début de la partie. Une fois qu'on a généré ce monstre dans une salle, comme indiqué là par le premier rond, on place la carte où vient d'apparaître le monstre sous le deck de corruption et on révèle la carte suivante. Donc là, c'est la salle numéro 20 qui va voir apparaître un délire, encore, comme l'indique cette salle. La salle numéro 20, c'est la salle de départ. Donc on va aussi positionner un monstre. Ici. Voilà. Donc on vérifie, hein. Délire, ah bah c'est le premier. Donc autant vous dire que ça va sentir le roussi directement pour nous dès le début de la partie. Donc voilà pour le premier monstre généré. Deuxième monstre généré. Il s'agit d'une démence intérieure. Celui-ci va apparaître dans une salle, il y a un rond, et à hauteur d'une seule unité. Donc, démence intérieure. Alors, démence intérieure, pour la mauvaise nouvelle, c'est un gros monstre. Et c'est cette figurine-là, qui est particulièrement horrible, et qui a un fonctionnement assez particulier, on le verra. C'est aussi un des monstres qui existe en format épique. Mais là, on n'a pas de format épique. Donc, cette démence intérieure apparaît dans une salle à hauteur d'une unité. Pour connaître la salle, eh bien, on défausse la salle 20 dans laquelle on a révélé un délire. Et on voit ensuite que la démence va apparaître salle 8. Et la salle 8 se trouve tout là-haut. Voilà, ici, sur le plateau. Pour placer la démence, on regarde simplement où se trouve le jeton de spawn et on place la figurine au même endroit. On défausse la salle 8. Le prochain spawn aura lieu dans la salle 2. On a tiré 2 cartes, il nous manque encore une carte à piocher. Et là, cette fois, on pioche une carte d'agonie. Et les agonies surviennent dans 3 salles, à hauteur d'une unité par salle. Donc on sait déjà qu'une agonie arrive dans la salle 2. Alors, agonie, il y a 2 types de figurines, hein. Ce sont celles-là, il y a celle-ci et celle-là, il y a 4 agonies de chaque. Donc on va mettre celle-là. Alors, au niveau de la salle 2, l'agonie apparaît au centre, ici, à côté de l'indice. Puisqu'une agonie est apparue salle 2, on défausse la carte. Ensuite, une agonie apparaît salle 1. Salle 1, c'est la deuxième grande salle corrompue où se trouve un indice. Et l'agonie apparaît à côté de l'indice où se trouve le jeton de spawn. On voit déjà qu'il y a pas mal de bestioles un peu partout. Enfin, on défausse la salle numéro 1. La troisième agonie apparaît dans la salle 12. La salle 12 est sous le plateau, là. Alors, elle est là. Enfin, c'est cette salle-là. Et donc, on met également une agonie au point d'apparition des monstres, ici, au nord. Voilà. Notre tour
d'apparition des monstres est terminée à partir du moment où on défausse la dernière carte qu'on a utilisée. On sait que le prochain monstre apparaîtra dans la salle 15 ou éventuellement dans une salle non corrompue qui deviendra corrompue au prochain tour. Il suffit pour ça de regarder la piste de corruption pour voir que de toute façon, il y aura une des salles non corrompues qui va être corrompue. Donc on peut se dire déjà que eh bien, les prochains monstres vont apparaître sur une de ces salles-là. Malheureusement, c'est une des salles où on risque de se retrouver prochainement. Mais bon, on peut essayer d'avoir une espèce de prévision. Sachant que maintenant, on sait que la salle 17 est tombée. Donc, il nous reste les autres. Ok, donc ça, c'était la phase de génération de monstres. Ensuite, phase suivante, je vais retirer les figurines. On passe à la phase d'activation. La phase d'activation consiste à activer nos héros, bien sûr, mais également les monstres dans l'ordre de la piste d'activation. Cette piste d'activation, comme je vous le disais tout à l'heure, présente un ordre qu'on a constitué aléatoirement. La première activation se fait au niveau de cette carte personnage où aucun personnage n'est présent, donc pas d'activation. On passe tout de suite à l'activation des monstres délire, de type délire. Donc pour ça, comment ça se passe? Alors, bien sur la carte, on a tous les éléments qui illustrent à la fois les caractéristiques physiologique, on va dire, du monstre, mais également son comportement et ses capacités spéciales. Alors déjà, un délire génère 1 point d'horreur. Ensuite, quand il attaque, il génère 2 points de dégâts à 1 de portée. Alors la portée dans ce jeu, c'est que lorsqu'un monstre ou un personnage est dans une salle, il est à 0 de portée. Donc 1 de portée, c'est dans une salle adjacente, avec un accès, une ligne de vue. Mais on reviendra sur les notions de ligne de vue quand la situation s'y prêtera. Ensuite, il a 3 points de vie. Donc pour le détruire, il faut lui infliger 3 blessures. Mais à chaque fois qu'il est attaqué, il a 1 résistance. C'est-à-dire qu'il va absorber 1 dégât sur l'ensemble des dégâts qu'on lui fera. Au moment où il s'active, et c'est là ce qui peut nous intéresser maintenant, il va respecter cette procédure-là. Donc le délire s'active de la manière suivante. D'abord, il se déplace. Il fait un déplacement. Alors quand les monstres sont en déplacement, en général, sauf précision écrite dans le texte en bas de la carte, il se déplace de 1. Donc puisque là, il s'agit des délires qu'on active, eh bien on va regarder où ils sont. Et tous les délires vont se déplacer de 1. Donc là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ce ne sont pas des délires. Là non plus. Là non plus. Par contre, ici, dans la salle 17, il y a un délire. Il avance d'une case et il avance toujours en direction de l'investigateur le plus proche. Donc là, ils sont tous au même endroit, donc il avance vers le nord. Ici, on a un délire qui est près des investigateurs déjà, donc il va foncer sur eux. Est-ce qu'il a une caractéristique qui fait que son déplacement est modifié? S'il veut bien, voilà. Spécial, non. Donc, non, on fait d'abord le déplacement. Donc, on réalise le déplacement. Donc, le délire s'approche dangereusement, évidemment, de nos 4 investigateurs. Il est au contact. Et ensuite, eh bien, une fois que son déplacement est réalisé, sa capacité spéciale s'active. Dans ce cas-là, on regarde en dessous, choisissez un investigateur à une case de portée. Voilà, ils sont tous à moins d'une case et lancez un dé 12. Donc le dé 12, c'est le dé noir, fourni par le jeu. Si on tombe sur le symbole de griffe, là, ou de couleur de sang, on amène un investigateur sur la case du délire. Là, sachant qu'ils y sont tous déjà, je pense que ça ne va pas amener grand chose de plus, mais on va le faire pour le principe.
Donc là, c'est le symbole œil. Donc lui, il n'a pas d'effet sur le symbole œil. Donc c'est pas grave. Ensuite, on a, dans le spécial, on a une ligne qui est précédée du symbole et d'un symbole. Et ce symbole ressemble au symbole de corruption qu'on voit apparaître sur la piste de corruption. Il signifie que cette capacité s'active lorsque le monstre se situe sur une case, sur une tuile corrompue. Donc là, c'est le cas. La tuile 20 est bien corrompue. Donc cette capacité du monstre délire va s'appliquer. Il s'agit de la capacité qui provoque un investigateur souhaitant bouger subit une blessure par délire sur sa case avant toute action de déplacement. On aura une condition qui va nous empêcher de bouger avant de tuer la créature présente sur la tuile. Enfin, troisième étape de l'activation du délire, elle attaque. Donc, quand une créature attaque, elle choisit un investigateur et lui inflige automatiquement le nombre de dégâts indiqués à gauche de sa carte dans ce cercle. Donc là, c'est 2 dégâts. On va choisir un investigateur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe quand il y a plusieurs investigateurs sur la même ligne. On va regarder ça. Alors, dans le manuel, il y a une phase d'activation des monstres. Il y a un chapitre phase d'activation des monstres où tout est expliqué. Il y a la même chose sur l'activation des joueurs. Donc, voilà. L'activation des monstres en détail. Attaque. Un monstre attaque toujours le plus proche investigateur à portée. Si plusieurs personnages se trouvent à égale distance de lui, ce sont les joueurs qui tranchent. Donc, eh bien, on peut choisir qui va être attaqué. Pour ça, on va regarder qui a le plus de vie et qui se soigne éventuellement. Alors, qui a le plus de vie? Jared a 9 points de vie. Félicia a 8 points de vie. Elle peut se soigner quelqu'un sur sa case. Bon, Randy a peu de points de vie. Et Arthur, il a 8 points de vie, mais il n'a pas de capacité particulière. Donc on va préserver Félicia qui est la healeuse. C'est Jared Dredd qui s'interpose entre les investigateurs et le délire et qui va encaisser les 2 premiers dégâts. Donc dans ce cas-là, c'est automatique en matière d'attaque, mais l'investigateur attaqué dispose, on le regarde, de résistance. Là, on a un symbole. Il n'y a pas de numéro, mais ce symbole signifie, en dehors de capacité spéciale du monstre, que l'investigateur lance 2 dés. Et pour chaque succès obtenu, il absorbera un dégât que tente de lui infliger le monstre. Les succès à ce jeu sont comme dans la plupart des jeux Lovecraftiens. Ils sont obtenus sur un 5 ou un 6, donc c'est assez difficile. Donc là, on obtient un 4 et un 2. Donc Jared, Drake, subit 2 blessures, alors que la partie vient à peine de commencer. Alors les jetons blessures, on les a là-bas. Ils ressemblent, enfin ils sont très, voilà, ce sont des cœurs, comme on trouve dans Horreur Arkham JCE, ou les Contrées de l'horreur, enfin tous ces jeux qui parlent de Cthulhu et de ses amis. Ainsi, le délire qui est sur la case à attaquer, son activation est terminée. En revanche, cette capacité va s'appliquer quand même. Puisque son activation est terminée, le jeton passe au personnage suivant. Là, aucun personnage n'est sur cette carte, donc on passe à l'agonie. Les monstres de type agonie vont également s'activer. Donc ils ont 1 en horreur. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça, mais on en parlera. Ça, c'est le score de blocage, donc qu'empêche un investigateur de s'échapper. Donc là, il a 1 en horreur, 2 en attaque, 1 point de vie et 1 point de résistance. Et là, durant son activation, chaque agonie va se déplacer. Donc on regarde où sont les agonies.
Alors, il y en a une là, sur la case 12. Donc, il se déplace. Alors oui, le cheminement des monstres, qui sont comme ça un peu plus éloignés de nos investigateurs, se fait de manière à s'approcher au plus près des investigateurs, mais tout en respectant les passages prévus par le scénario. Donc là, en l'occurrence, les monstres ne peuvent pas traverser les murs. Donc ils peuvent passer soit par des portes ouvertes, fermées ou verrouillées, à condition qu'ils les détruisent, ou par des zones inondées ou non, ça n'a pas d'importance. Donc là, en gros, cette agonie-là qui est présente, elle va venir, puisqu'on voit que là, il y a un mur, là, il y a un mur. Donc elle va essayer de passer par cette porte, donc elle va avancer de 1 dans cette direction pour cheminer ensuite vers les investigateurs. Ensuite, l'agonie qui se trouve dans la salle 2, là, au centre, dans l'espèce de piscine, elle va se déplacer de 1 en direction des investigateurs. Ici, il y a une porte qui mène par la case 17, hop, directement là-bas. Donc elle va se diriger tout de suite par là. L'agonie qui se trouve dans la salle centrale au niveau de la tuile numéro 1. Alors là, attention, il y a des murs. Voilà. Donc elle va passer par la porte et pareil, se diriger au plus court vers les investigateurs. Donc elle va passer par là, elle ne va pas faire le tour. Elle va prendre le chemin le plus court. Donc elle sort par la porte, hop, et elle prend la coursive là dans l'angle de cette section. Donc là, toutes nos agonies se sont déplacées. On en avait 3. Oui, on les a bien là. 1, 2, 3. Et donc ensuite, elles attaquent. Quand un monstre attaque alors qu'il n'y a pas d'investigateur sur sa case ou dans une tuile qu'elle peut atteindre, là en l'occurrence l'agonie à 0 en portée, eh bien son activation, son attaque prend fin. Donc là c'est le cas. Ensuite, on regarde sa capacité particulière. Lors d'une attaque, on lance un des 12 à la fin de l'attaque. Sur un résultat de sang dégoulinant, l'investigateur a le choix entre subir une blessure ou un effet de paralysie. Bon, ça, on y reviendra au moment de réaliser ça. On verra qu'en effet, l'agonie peut paralyser l'investigateur. C'est la fin de tour de l'agonie. On poursuit par la prochaine étape. Et là, on tombe, donc cette fois, on tombe sur un investigateur présent. Et il s'agit de Randy Carter. Randy Carter, elle a une petite médaille ici, médaille que l'on retourne et qui nous montre qu'en plus de ces actions de base, sachant qu'un investigateur à chaque tour, quand on joue à 6 joueurs, chaque investigateur a 3 actions, et bien grâce à ces jetons, dans un jeu solo à 4 investigateurs, ce personnage aura 2 actions de plus. Donc on passe de 3 actions à 5 actions. Donc je vais mettre ce jeton sur Randy Carter. Je vais prendre un dé pour montrer le cumul de ces actions possibles. Et donc Randy Carter va agir. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire en tant qu'investigateur? Elle peut se déplacer, attaquer, fouiller, échanger, se reposer, verrouiller ou déverrouiller une porte, réinitialiser une porte également, ou ses actions spéciales quand elle nécessite de dépenser une action. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme activation, comme action spéciale, Randy? Elle a une fois par activation, vous pouvez accomplir une action d'investigation ou de fouille gratuite. Vous n'avez toujours droit qu'à une seule action de fouille par tour. Donc, eh bien, comme c'est une action gratuite pour elle, elle va procéder par elle va commencer par effectuer une fouille. Pour effectuer une fouille, il suffit simplement de tirer une carte fouille. Alors, je ne sais plus si je les ai mélangées. Par contre, on va les remélanger. Ça, j'en sais rien. Comme j'avais mis les seringues dedans, je ne sais plus. Et du coup, on va essayer malgré la présence du monstre, on peut tout à fait fouiller. Il n'y a pas d'interdiction. Enfin, je crois pas. Je vais quand même vérifier. Mais en principe, on peut fouiller à tout moment, d'autant que là, on peut considérer que Jared Drake occupe le délire. Donc, on peut fouiller. Je vais quand même vérifier dans la règle, avant de piocher. Alors, fouille. Alors,
Le livret de règles est très bien fait, hein, il est très facile. Pour effectuer une action fouille, piochez la première carte du paquet. N'oubliez pas, chaque investigateur n'a droit qu'à une seule action de fouille. Si le paquet gna gna gna. Si jamais un personnage se retrouve avec plus de fouilles, hein. Bon, la limite du nombre de cartes que peut disposer un investigateur, dont peut disposer un investigateur, c'est 4. Elle en a 2, donc elle peut tout à fait fouiller sans avoir à défausser un objet. Donc elle fouille, c'est parti. Alors, elle a pioché un pistolet arrivé. Donc c'est une arme de poing qui lui permet, lors d'une attaque, si le monstre encaisse au moins une blessure, il subit un effet ralentissement. D'accord, donc on verra ce que l'effet ralentissement provoque chez les bestioles. Alors, pour utiliser ce pistolet arrivé, on regarde les capacités présentes en bas. Le pistolet arrivé s'utilise à une portée de 3, c'est-à-dire que l'investigateur qui est sur une case peut atteindre un monstre à 3 cases de distance. Donc s'il est là, il parvient à 1, 2, 3 cases. Donc ça fait une belle portée quand même, hein, déjà. À condition d'avoir la ligne de vue, bien sûr, sur le monstre. Ensuite, lorsque l'investigateur utilise cette arme, il lance 5 dés. Et chaque dé, pour toucher sa cible, doit atteindre une précision de 4 ou plus. Donc tous les résultats de 4 et plus vont infliger une blessure à la cible. Et chaque dé peut infliger une blessure sur un 4+. Voilà, c'est ça. Donc potentiellement, c'est une arme qui peut infliger 5 dégâts si on obtient 5 fois un résultat 4+ sur les dés. Donc c'est quand même assez puissant. Donc Randy s'équipe de ça. C'était sa première action. On notera que là, elle a agi dans une salle corrompue, c'est vrai, mais dans une salle non inondée. Ce qui a son importance, on le verra. Hein. Là, moi, je l'ai pris en compte, mais j'attire votre attention dessus, parce que ça a un impact quand on change de milieu, on va dire. Donc, c'était une action gratuite. Ensuite, Randy continue. Savoir ésotérique. Une fois par activation, vous pouvez prendre un jeton de santé mentale de chaque autre investigateur. Le total ne peut excéder votre maximum. Ceci ne compte pas comme une action. Donc en fait, on peut soigner en absorbant les dégâts subis par d'autres. Voilà. Et en posant les dégâts sur la carte de Randy, puisqu'elle a plus de résistance mentale que de nombreux autres investigateurs. Mais ça, c'est une capacité spéciale. Elle a toujours ses 5 actions, Randy. Alors, si elle se déplace, elle va se prendre une blessure par le délire. Puisqu'on sait que le délire, sur une carte, enfin sur une tuile corrompue, l'investigateur qui souhaite bouger subit une blessure par délire sur sa case avant toute action de déplacement. Donc elle prendrait une blessure sans même bouger. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer avec son pistolet la bestiole. Parce que si on peut atteindre un monstre jusqu'à une portée de 3, on peut aussi l'atteindre sur sa propre case. Donc pour ça, elle va faire une attaque. Donc on va prendre la tour à dés. Elle va prendre 5 dés, puisque le pistolet donne 5 dés. Et essayer d'atteindre un 4+, pour infliger des dégâts au délire. Alors on obtient 2 succès, 2 5, tout le reste sont des échecs. Or, le monstre délire absorbe un dégât. Donc sur les 2 dégâts qu'on lui inflige, il en absorbe un. Donc Randy parvient à toucher le délire présent avec un clou et lui inflige un dégât. Dans ces cas-là, eh bien, comme pour les investigateurs, on va poser un jeton, je vais zoomer, un jeton dégâts sur le monstre atteint. Le jeu fournit, enfin, dans le jeu, les auteurs fournissent des petits socles comme ça sur lesquels on met les blessures ou les jetons d'état qu'ont subi les monstres, et c'est bien pratique.
Voilà pour la première attaque de Randy. C'était sa première action, donc il va lui rester 4 actions. Donc il reste un point de vie à ce délire-là. Donc ce que va faire Randy, c'est qu'elle va tout de suite réattaquer pour essayer de se débarrasser de la bestiole. Donc c'est sa c'est sa deuxième action, il va lui en rester 3. Et Randy attaque de nouveau avec 5. Elle obtient de nouveau, non, elle obtient d'ailleurs 3 succès, un 4, un 5 et 2 6. Le pistolet atteint sa cible sur un 4+, donc elle inflige 3 dégâts au délire. Le délire en absorbe 1, donc 3 moins 1, 2. Il restait une blessure. Non, 2 blessures au délire, donc elle le tue. Elle lui a bien infligé 3 blessures. Quand un investigateur tue une créature, il y a plusieurs conséquences. Déjà, on retire la figurine, elle retourne dans notre réserve de monstres, parce que ça je ne vous ai pas expliqué, mais il y a une quantité limitée de monstres, limitée à ce que le jeu contient. Et si la réserve est épuisée, eh bien la partie est perdue. Ce qui se comprend, hein, parce que ça veut dire que tous les monstres sont sur le plateau et que la situation est hors contrôle total. Donc puisque Randy a attaqué, elle avait choisi son arme, choisi une cible, elle a calculé les dégâts, les a infligés, on les a répartis. Et comme elle a tué un monstre, on doit lutter contre un effet qui s'appelle lutter contre la démence et voir si le fait d'avoir massacré comme ça une créature non humaine inflige des dégâts mentaux à l'investigateur auteur de la destruction. Pour ça, on va regarder si Randy a des a des points de dégâts mental sur sa carte. Là, elle n'en a pas. Dans ce cas-là, comme elle n'a pas de blessure mentale, eh bien, on n'est pas dans sa limite. Alors, ça s'appelle la limite de démence. Et dans ce cas-là, on pioche une carte conscience par jeton manquant. C'est à ça que sert notamment le niveau d'horreur. En fait, on va piocher une carte par niveau d'horreur, sachant que c'est un point de santé mentale qu'on dépense, ou un point de démence qu'on dépense par point d'horreur. Donc là, en fait, vu que Randy n'a pas de dégâts de santé mentale, elle va piocher une carte de conscience. Ces cartes sont des bonus, bien souvent. Celle-ci s'intitule l'Aube dorée. Les têtes de bétail doivent être parquées dans les enclos pour ne pas errer inutilement. Pareil pour les moutons et les porcs. Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'homme? Ce dernier a en lui la plus grande des dualités entre ses instincts primaires et l'étincelle de la conscience. Et pourtant, la plupart des gens sont heureux de patauger dans les bourbiers du quotidien, véritable carcan de la transcendance. Ce ne sont que des bêtes qu'il faut donc traiter comme telles. Les élus qui ont reçu l'illumination doivent devenir les seigneurs des animaux, car ce sont eux qui rendront possible l'Aube dorée. C'est un extrait de La Voie de l'illumination, un enseignement de l'Aube dorée. Donc voilà, il y a un petit fluff à chaque fois qu'on a conscience, on a une espèce de révélation comme ça, qui nous apparaît. Et surtout, on a en bas un bonus. Donc, conservez cette carte. Vous pouvez défausser à tout moment. Vous pouvez la défausser à tout moment pour lancer un dé supplémentaire. Donc, lors d'une prochaine action, si elle le souhaite, Randy pourra utiliser cette carte pour lancer un dé supplémentaire. Voilà. La lutte contre la démence se fait immédiatement après avoir détruit un ennemi. Et on doit le faire plusieurs fois si jamais on détruit plusieurs ennemis.
cela met fin à sa deuxième action, il en reste 3. Donc maintenant que le monstre délire n'est plus là, Randy peut continuer à agir sans risque d'être blessé pour l'instant. Donc pour une action, elle va se déplacer. Donc un déplacement, c'est comme le déplacement d'un monstre. On se déplace d'une case. Alors là, attention, elle passe d'une salle non inondée à une salle inondée. Ça n'a pas d'incidence pour l'instant, mais on verra qu'à la prochaine action, ça aura une incidence. Il reste d'ailleurs 2 actions. Elle va de nouveau se déplacer pour se diriger vers cet indice-là, parce qu'on voudrait le récupérer le plus vite possible. Donc elle se déplace de nouveau, mais là, attention, elle est dans une salle inondée. Donc on prend la jauge d'oxygène, et on va dépenser 1 d'oxygène, puisqu'on fait une action dans une salle inondée. En fait, on dépense 1 point d'oxygène par action en situation inondée. Donc là, Randy se déplace de nouveau. Une fois dans la salle, il lui reste une action. Elle va essayer de faire une action particulière qui est une action d'investigation, qui est l'action spéciale du chapitre 1. Donc ce sera sa dernière action. Donc je vais retirer le dé, elle n'a plus d'action, Randy. Et bien sûr, comme elle est dans une zone inondée, elle va consommer de l'oxygène à hauteur de 1 point pour réaliser cette action. L'action investigation, dans le chapitre 1, consiste à poser un jeton succès sur l'indice avant de pouvoir le récupérer. Nous, on joue en mode facile, donc on va avoir un seul succès à poser sur le jeton. En mode normal, il faut poser 3 succès. Pour obtenir un succès, eh bien, l'investigateur va lancer un D6 et doit obtenir un 5 ou un 6. Elle obtient un 4, donc c'est un échec. Elle ne pose pas le jeton succès et donc ne peut pas, pour le moment, récupérer l'indice. Voilà, donc c'est vraiment difficile de récupérer les jetons, même avec un seul succès. Alors à 3, c'est épique. De toute façon, ce jeu est connu pour être redoutable. Et en effet, il n'y a pas une seule étape du jeu qui n'est pas difficile. Voilà, donc cette fois, eh bien, Randy a fini toutes ses actions, gratuites ou payantes, parmi les 5 actions qu'elle avait grâce à ce jeton. On passe à la créature suivante. Eh bien, c'est à la démence intérieure de jouer. Alors, on note qu'elle a 3 en horreur. Elle a un score particulier en attaque, 0 en portée, 3 en résistance et 6 points de vie. Donc, c'est une créature extrêmement puissante. Et en plus, elle a été invoquée. Et oui, donc elle est présente sur le plateau. Elle est tout au bout. Là, heureusement, elle est dans la case 8. Dans sa séquence d'activation, elle va effectuer un déplacement. Or, on voit tout de suite, je vais faire une petite mise au point, on voit tout de suite que le déplacement dépend d'une capacité spéciale. La démence intérieure gagne une case de déplacement par jeton de démence qu'a l'investigateur le plus proche. Alors là, on regarde, quel que soit l'investigateur, là, aucun d'eux n'a de jeton démence sur sa carte. Les jetons démence, ce sont les jetons santé mentale que l'on retourne. Voilà. C'est un jeton démence et c'est quand on effectue un combat et qu'on tue un monstre alors qu'on a de la santé mentale dépensée sur sa carte. Mais là, vu qu'il n'y a aucune démence présente auprès des investigateurs, eh bien, du coup, la démence intérieure ne progresse pas d'un iota et elle reste sur sa case bien sagement en attendant qu'une proie veuille bien se manifester. Spécial, un investigateur se trouvant sur la même case que démence intérieure subit une blessure, puis fait apparaître un monstre sur l'investigateur de la même case. Vous voyez, on est à peine à la 3e étape du tour et il y a énormément de choses à faire. Par contre, tout est listé, tout est indiqué sur les cartes, il suffit de suivre simplement les étapes. Donc le jeu en cela est assez simple. La seule chose, c'est qu'il faut bien suivre chaque étape pas à pas et prendre le temps de jouer
ce qui permet d'apprécier les mécaniques et surtout d'élaborer une stratégie, parce qu'on va voir que là, si pour le moment ça apparaît pas encore, le jeu est vraiment très très tactique. Bon, la démence intérieure, du coup, ne se déplace pas et n'accomplit pas son spécial. On passe à l'investigateur suivant, c'est au tour de Jared Drake de jouer. Je retourne sa médaille, là. Il a également 2 actions supplémentaires, donc il aura 3 plus 2, 5. 5 actions à ce tour, donc je vais les indiquer, voilà, comme ça. Il est déjà blessé, Jared, hein. Attention à ça. Il peut lancer une rafale contrôlée lors d'une attaque, lancer un dé supplémentaire quand vous attaquez avec une arme de poing. Il a un pistolet, donc il pourra systématiquement, tant qu'il a cette arme, lancer un dé supplémentaire. Il a également le tir de couverture, donc vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour attaquer un monstre une fois avec une arme de poing quand il vient de vous attaquer. Ah, c'est une espèce de retaliate, de riposte. Ça, c'est pas mal, je ne le connaissais pas. Celui-là, c'est la première fois que je joue avec Jared Drake. Donc, il a un retaliate, il faut que j'y pense. Vous pouvez aussi dépenser 2 points de santé mentale pour attaquer avant lui. Oh, c'est top, ça. Alors, son pistolet, qu'est-ce qu'il lui donne en attaque? La précision du pistolet est de 3 si vous attaquez un monstre se trouvant sur la même case que vous. Ah oui, donc s'il est sur la même case que nous, on considère qu'il est à bout portant, donc on doit obtenir un 3 en précision. Donc sur un 3+, on inflige un dégât avec 2 dés. Voilà, c'est bien aussi. Par contre, sinon, on a une portée de 2 avec une précision de 4. Bon, c'est assez facile. Ok. Alors, maintenant qu'on sait ça, Jared Drake a... Et sur la case de départ, donc il va se déplacer tout de suite. Et il va aller aider... est-ce qu'il va aider ou alors est-ce qu'il va dégommer ce triste monstre-là? Ouais, il va peut-être aller en couverture d'abord. Après tout, c'est un soldat. Donc, il va faire déjà un déplacement. Donc, pour 1, donc il passe à 4. Il fait un déplacement. Donc, il avance. Il se retrouve dans une zone inondée. Attention. Puisqu'il se retrouve dans une zone inondée, on va prendre son compteur d'oxygène. On démarre à 6 avec. Et il passe à sa deuxième action. Bon, je vais le mettre à côté de lui, le dé. Donc, deuxième action, donc il m'en reste 3. Il se déplace de nouveau. Puisqu'il a fait une action sous l'eau, il consomme 1 point d'oxygène. Nouvelle action. Il passe à 2 actions restantes. Il va tirer sur le délire qui se trouve ici. Puisqu'il fait une nouvelle action, il dépense avant tout, on était à 5, il dépense 1 point d'oxygène. Donc il tire sur ce délire. Pour tirer, il va utiliser son pistolet. Son pistolet a 2 de portée, donc là on est à 1 de portée, donc il n'y a pas de problème. Il va lancer 2 dés, précision de 4, en infligeant 1 dégât à chaque succès. Le délire en résistance à 1 et 3 en blessure. Donc c'est sa troisième action, il lance 2 dés. Il obtient un succès et un échec. Donc il inflige un dégât qui absorbe le délire. Donc pas de dégâts absorbés. Drake attaque de nouveau. Il est toujours sous l'eau, donc il va dépenser 1 point d'oxygène. Et son avant-dernière action, il relance 2 dés. Allez. Pareil, il obtient un 6 et un 3, donc il n'inflige pas de dégâts au délire. Il lui reste une action. Donc ce qu'il va faire, il ne va pas... Ah, mais non, j'ai oublié un truc. Lancer une attaque. Attaque, lancer un dé supplémentaire quand vous attaquez avec un pistolet. Ouais, donc pour les 2 attaques précédentes, j'avais un dé supplémentaire. Donc je vais le lancer pour chaque attaque. Première attaque, 2, donc c'était un échec. Et deuxième attaque,
2 également. Donc, de toute façon, ça ne changeait rien. Dernière action pour Drake. Donc il n'a plus d'action. Je vais enlever ce dé-là et je vais forcément encore dépenser 1 point d'oxygène. C'est pas à lui, ça. Ça, ce n'est pas à lui. Donc il était à 3. 1, 2, 3, ouais. Donc il passe à 2. C'était à qui celui-ci? C'était à Randy. Donc il passe à 2 en oxygène. Eh bien, cette fois, Drake va verrouiller la porte. Alors quand on verrouille une porte, en fait on met un standy de porte ici, ce qui empêche potentiellement, mais pas à chaque fois, au monstre de passer directement. Il va falloir qu'on... Enfin, il y aura un jet de dés à faire pour voir si le monstre détruit ou non la porte. Donc, Drake a terminé son action. Voilà, je vais faire ça. Alors, à la fin de chaque tour, voilà, on est à la fin de son activation, on regarde s'il lui reste assez d'oxygène. Là, pour le moment, oui, il est à 2. Donc, il n'y a pas d'effet particulier. C'est quand on est en dessous de 0 qu'il commence à y avoir quelques effets à résoudre. Là, pour le moment, ça va. Donc, on va rester comme ça. C'est la fin du tour de Drake. Donc, il n'a pas réussi à détruire le délire. Ensuite, c'est au monstre Amblyope. Il n'y a eu aucun Amblyope qui est apparu pendant ce tour. Donc, on passe. C'est à Arthur Wayland de jouer. Donc, lui aussi a une médaille qui lui donne, cette fois, non pas 2 actions, mais une action supplémentaire. Donc, lui, il n'aura pas 5 actions, mais 4. 3 plus 1. Donc, cet investigateur est dans l'entrée, là-bas. Aussi, va pouvoir agir. C'est pas facile parce que le plateau est grand, donc je suis obligé sans arrêt de bouger la caméra, etc. J'essaierai pour le prochain épisode de trouver une autre organisation peut-être, mais c'est pas évident. Hein. Je suis obligé quand même de faire l'essuie-glace. Bon, je vais essayer de limiter, je vais énoncer le nombre d'actions. Vous n'ayez pas trop le mal de mer. Alors, Arthur Wayland, comme capacité particulière, il y a quelque chose d'utile, c'est-à-dire que quand il fait une action fouille, il peut piocher 3 cartes de fouille et en garder une au choix et défausser les autres. Donc je pense que déjà il va utiliser une action pour s'équiper, d'autant que pour l'instant il n'a qu'une seringue de guérison. Donc je vais quand même déplacer la caméra pour la pioche. Donc il pioche 3 cartes fouille, 1, 2, 3. Ce qui fait consommer une action. C'est pas une action gratuite, hein, néanmoins. Donc il va lui rester 3 actions. C'est là. Voilà. 3 actions. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Il a une bonbonne d'oxygène. Durant votre activation, vous pouvez retourner cette carte pour effectuer une action de déplacement gratuite dans une zone inondée sans avoir à dépenser d'oxygène. C'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Science du combat. Lorsque vous attaquez, vous pouvez retourner cette carte pour gagner plus un dé. C'est bien aussi, mais pour le moment, il n'a pas d'arme. Scalpel. Si vous tuez un monstre pendant une attaque, vous pouvez récupérer 1 point de santé mentale. Vous pouvez le faire avant de transformer votre santé mentale en dépense le cas échéant. Ça, c'est une arme de corps à corps assez efficace puisqu'elle a une précision de 3+. Elle inflige 2 dégâts. Par contre, on lance qu'un seul dé. Je pense que je vais prendre la bonbonne d'oxygène qui va favoriser la mobilité de l'investigateur. Et c'est lui que je vais envoyer chercher des indices dans des zones un peu plus compliquées, couverts par Drake, par exemple. Enfin, c'est l'idée qui me vient. Je trouve assez puissant cette carte. Donc je la récupère et je défausse les 2 autres. Alors quand on équipe un personnage, donc on a une limite de 4, donc là c'est la 2e carte pour Arthur. Et les cartes défaussées vont effectivement dans une défausse. Face visible. Voilà. Ok. Donc voilà pour la première action d'Arthur. Deuxième action, donc il a fouillé, il n'a plus le droit de fouiller, donc il va se déplacer pour une action. Donc il va lui en rester 2.
Il est dans une zone non inondée, donc il avance sans dépenser quoi que ce soit pour l'instant. Troisième action, il va avancer vers Randy. Sauf que là, attention, il était dans une zone inondée, donc il dépense de l'oxygène. Donc il était à 6, il passe à 5. C'est son cadran que je vais laisser là. Dernière action, il va faire une action d'investigation, donc un test. Il était à 5, on passe à 4. Alors ouais, les compteurs bougent un peu. Bon, je les ai peut-être mal fixés, c'est pas très grave. Et c'est la dernière action de Arthur. Donc pour investiguer, eh bien, le joueur en fin D est sur un 5 et 6, c'est une réussite. Là, c'est un échec. Donc on n'a toujours pas de succès pour pouvoir nous permettre de récupérer cet indice. Ça devient compliqué là. Donc, Arthur a terminé son tour d'activation. On vérifie s'il n'a pas de problème d'oxygène. Alors il était sur 4. Voilà. Il faudrait que je le resserre. Je vais le laisser sur 4. Voilà, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là pour l'instant. D'ailleurs, je vais avoir une action supplémentaire puisque durant votre activation, vous pouvez retourner cette carte pour effectuer une action de déplacement. Donc si je considère que j'ai retourné cette carte pendant son tour, il y a un point d'oxygène que je pouvais dépenser. Ah, c'est une action de déplacement, c'est ça? Vous pouvez retourner cette carte pour effectuer une action de déplacement gratuite. Ouais, donc, il me restait une action. Donc, ce que je vais faire avec l'action restante et le point d'oxygène que j'ai dépensé, je vais refaire une action d'investigation. Et c'est encore un échec, donc ça ne changera rien. Par contre, j'ai utilisé mes bouteilles d'oxygène. Mais je suis toujours à 4, puisque j'ai fait une action supplémentaire. Il faut que j'y pense, là, sinon je vais m'amputer de possibilités nouvelles. Le tour de Arthur Wayland prend fin. On passe au putride. Alors, il n'y a pas de putride d'invoquer sur le plateau. Donc, on passe tout de suite à l'investigateur suivant. Et c'est au tour de Félicia Armitage. Donc, le docteur Félicia Armitage a également un jeton qui lui donne une action supplémentaire, ce qui lui apporte 4 actions pour ce tour. Elle peut utiliser un coup d'avance, c'est-à-dire qu'une fois par activation, vous avez droit à une action de déplacement gratuite. C'est ce qu'elle va faire, elle va tout de suite se déplacer vers les autres. Voilà, elle n'était pas dans une zone inondée, donc ne dépense pas pour l'instant d'oxygène. Par contre, attention à la prochaine action. Elle peut utiliser tout va bien, soigne une blessure subie par un investigateur se trouvant sur votre case. Au lieu de cela, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour lancer un dé et soigner X divisé par 2, arrondi à l'entier supérieur, blessure de l'investigateur. Est-ce qu'elle va soigner le soldat Jared Drake ou est-ce qu'elle s'en fout? Est-ce qu'elle va chercher l'indice? Allez, elle va soigner Jared Drake parce qu'il faudrait qu'il avance un max. Donc, alors, elle a 4 actions. C'est peut-être un peu tôt. 4 actions. Elle a un scalpel sur elle. Ouais, elle va avancer. Félicia, qui a 4 actions, que je vais montrer là, dépense. Donc elle est à 6, elle dépense un point d'oxygène et une action pour avancer. Ensuite, tout va bien, l'action de soin est une action, donc elle dépense encore un point d'oxygène pour soigner Jared Drake de une blessure. Ce qui fait que celui-ci passe de 2 à 1. Alors, où est-ce que j'ai mis les blessures? Là-bas. Voilà. Il passe de 2 blessures à 1, soigné par Félicia. Donc, à qui il reste 2 actions. Elle va dépenser un point
d'oxygène pour avancer encore de 1. Et elle va... Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, en action... Ah, elle va faire une fouille. Elle ne l'a pas fait encore ce tour. Donc elle va piocher une carte fouille. Ici. Et elle récupère un taser. Alors, lors d'une attaque, si un monstre subit au moins une blessure, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour déplacer d'une case, ce qui lui cause une blessure supplémentaire. Donc c'est 1 dé avec une pression de 4 et qui inflige 3 dégâts, plus 1 potentiel si on dépense un point de santé mentale. C'est assez puissant. En plus, ça correspond pas mal à son perso. Bon, le seul truc, c'est qu'elle n'a pas beaucoup en santé mentale. Attention à ça quand même. Il faudrait que je le passe à Randy plutôt, qui a 5. Et que à ce moment-là, Félicia récupère le pistolet arrivé. Alors, on peut faire ça dans le cadre d'une action échange. Mais il faut être sur la même case. Pour le moment, Félicia et Randy ne sont pas sur la même case. Voilà, c'était une action de fouille, donc elle dépense un point de... Je ne sais plus si je l'ai fait. Un point d'oxygène. Et ces actions sont terminées. Dernière phase d'activation, la substance s'active, sauf que la substance n'est pas sur le plateau. Et croyez-moi, heureusement qu'elle n'est pas encore sur le plateau. Parce que cette bestiole est vraiment monstrueuse. Mais alors quand je vous dis monstrueuse, c'est une de mes préférées et vous verrez, elle vous fera penser tout de suite à quelque chose. Mais j'adore son fonctionnement, c'est pour ça que je voulais absolument qu'elle soit dans la partie. On a achevé notre premier tour d'activation, donc on va passer à la phase maintenance. Donc durant la phase maintenance, effectuez les étapes suivantes. D'abord, résolvez tous les effets fin de tour. Pour le moment, il n'y en a pas. Ensuite, remettez face visible toutes les cartes de fouille des investigateurs. Donc là, par exemple, on a la carte de fouille des bouteilles, des bonbonnes d'oxygène de Arthur qu'on peut remettre et rendre disponible pour le prochain tour. Ensuite, modifiez l'ordre des investigateurs sur la piste d'activation comme indiqué ci-dessous. Il faut prendre la carte de gauche. On prend la carte de gauche pour la mettre à droite. Et du coup, cela provoque le glissement de toutes les cartes vers la gauche. Et ensuite, on remet la carte de gauche à droite. Ainsi, chaque investigateur va progresser comme ça dans le turn order et face à des monstres différents à chaque tour. La piste d'activation, elle, des monstres ne changera pas. Notre phase de maintenance est terminée. On arrive à la fin du premier tour de notre partie de Deep Madness. Voilà, notre premier épisode de cette partie de Deep Madness touche à sa fin. Comme je vous le disais, vous avez pu le constater, le jeu est dense. Un tour de jeu comporte énormément d'étapes, d'actions et du coup de tensions et d'événements, de rebondissements déjà, avec le lot de surprises et de difficultés que l'on peut rencontrer. En plus, on a un environnement qui commence déjà à nous poser problème puisqu'il faut gérer notre oxygène. Donc ça va être un paramètre important de la partie. Deep Madness est un jeu profond, hein, c'est certain. Et en tout cas, j'espère que ce premier tour vous aura donné envie de suivre la partie. Je vais donc vous dire à très bientôt. On se retrouve très très rapidement pour le second tour lors d'un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!